Les dits du discours de Joseph Kabila, c'est que le M23 est une inspiration du peuple congolais. Les dits de Kabila, les revendications du M23 sont légitimes. Les dits de Joseph Kabila, c'est le M23 n'est pas un groupe anarchiste. Quand le M23 prend la parole, il dit quoi? Nous, les revendications que Kabila dit être légitimes sont celles-ci. Défense des populations Tutsi, recherche des terres et demander au Congo de s'en aller, de nous laisser. Autrement dit, nous voulons la balkanisation pour avoir notre propre terre, avoir notre propre État. Kabila n'a-t-il pas soutenu la balkanisation du Congo? Kabila n'a-t-il pas, Kabila n'a-t-il pas porté les causes du M23 qui sont en réalité les causes de Kagame? C'est comme ça que je dis. Kabila aurait défendu implicitement, corps et âme, bec et ongle, les revendications du M23. Et Nanga dit, moi, vos revendications là de Tutsi, du M23, de Kabila ne me concernent plus. Moi, c'est ma propre survie. C'est ce qu'il a dit. La vidéo existe. Est-ce que j'ai menti? Voilà les contradictions qu'il y a aujourd'hui au sein du M23. Les rapprochements entre Katumbi et Kabila, c'est Katumbi qui paie. Moi-même, j'ai vécu l'adhésion populaire lors de sa campagne électorale. Donc, c'est lui qui apporte du souffle à Kabila. Katumbi apporte du souffle à Kabila? Exactement. Parce qu'on connaît pas. Il représente quoi? Une machine politique. Kabila représente quoi? Kabila représente quoi? Le PPRD aujourd'hui, c'est quoi? Parce que tous les vieux sont partis. Les jeunes qui étaient là ne sont plus entretenus. Vous les voyez à la télé? Non, mais on connaît la proximité familiale entre Shadari et Kabila. C'est pour ça qu'il est là. Oben Minaku, parce que pour sa dignité, il veut aller nulle part. Mais les jeunes qui ont porté Kabila à un certain moment aujourd'hui, où sont-ils? Kabila ne leur fait pas confiance. Donc, Kabila existe où? Et il a fait quoi? Pour que nous, on s'en convainque pour dire non, mais Kabila a fait son retour. Par contre, Katumbi, c'est un acteur politique confirmé. Au lendemain des élections, il a fait une campagne électorale XXL. Vous avez vu la masse, vous avez vu la peur du régime Tshisekedi face à Moïse Katumbi. Aujourd'hui, sur le plan de la mobilisation, peut-être le régime craint beaucoup plus Katumbi que Kabila, qui n'a rien prouvé. Quel est le meeting que Kabila a organisé en 6 ans? Où 10 personnes sont venues l'écouter. Qu'on dise que voilà, c'est le retour en force. Comment Katumbi accepte d'être derrière un homme qui interdit à l'Afrique du Sud d'envoyer des troupes défendre les Congolais? Il perd en crédibilité. J'ai suivi les vidéos de certains communicateurs de l'IDPS qui accusent Mme Fifi Masuka, la gouverneure du Lualaba, comme une gouverneure qui est en intelligence avec Nanga. Qui a envoyé 20 millions de dollars. Qui a envoyé 20 millions de dollars à Kone Nanga. Le gouverneur de province ne se déplace pas sans avoir obtenu l'autorisation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est l'autorité des tutelles des provinces. Donc, pour que Mme Fifi Masuka se déplace, elle a reçu l'autorisation de son autorité directe, qui est le VPM de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle a organisé des meetings de protestation. Elle a organisé des marches. Elle a organisé une semaine de temps de prière en faveur de FRDC. Elle a organisé des collectes de fonds pour le FRDC. Elle ne s'arrête pas là. Au nom et pour le compte du chef de l'État, Mme Fifi Masuka a sensibilisé et supervisé les enrôlements de jeunes Lualabais et Lualabaises au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Existe-t-il un gouverneur aussi loyal que Mme Fifi Masuka dans ces pays? Quel intérêt Fifi Masuka a aujourd'hui de s'allier avec Joseph Kabila, dont on sait que l'un de ses plus proches collaborateurs l'a sérieusement humilié? Je parle de Richard Mouyez. Et je ne vois pas Mme Fifi Masuka avec sa lucidité accepter de laisser Tshisekedi, qui l'accompagne, qui le soutienne dans tout ce qu'elle fait, et aller rejoindre ceux-là même qui n'ont jamais voulu qu'elle soit gouverneure. Donc il va quitter là où elle est reine pour aller être esclave. Alors, va-t-elle vraiment faire rater à la province du Lualaba, qui bénéficie de l'impulsion du chef de l'État pour son développement, et aller rejoindre les camps de l'ennemi? Elle n'est pas idiote, elle n'est pas stupide pour poser ce genre d'acte. On parle de 20 millions. 20 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Vous savez même la hauteur de 20 millions. Comment? 20 millions de dollars. 20 millions. L'ANER est là, la DEMIAP est là, le Conseil national de sécurité est là. Tous ces services sont là et Mme Fifi Masuka sort quand même 20 millions et envoie à Nanga par le trichement des évêques. Cette histoire de diaboliser cette dame, Mme Fifi Masuka, est vraiment d'une tristesse incroyable parce que en termes de loyauté et de fidélité, Mme Fifi Masuka n'a rien à prouver au président de la République. Et c'est là où je dois quand même attirer l'attention du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. Est-ce que vous trouvez normal qu'au sein de votre parti politique, l'UDPS, qu'il y ait des gens, des communicateurs qui se présentent comme tels
s'attaquer systématiquement à vos alliés les plus fidèles, les plus loyaux. Pourquoi ne pas convoquer les communicateurs de ces grands partis politiques pour ne fût-ce qu'échanger sur les éléments de langage en ces temps ici? En ces temps ici, c'est important d'avoir des séances d'échange avec tous ceux-là qui se présentent comme communicateurs de l'EPS, de sorte qu'il n'y ait pas de cacophonie, ce genre de discours qui déstabilisent votre famille politique. Parce que nous savons que le président Tshisekedi a des alliés. Et parmi ces alliés les plus fidèles, il y a Madame Fifi Masuka. Aujourd'hui, laisser les gens comme ça vouloir salir l'image de cette dame, c'est contre-productif. On a suivi même des attaques contre Vital Kamerhe, contre Bahati Lukwebo, contre beaucoup d'autres unitaires de l'Union sacrée. Ça, ce n'est pas le moment de division. Ce n'est pas le moment où il faut laisser les gens s'aimer la division. Le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo n'est-il pas aujourd'hui très clair avec cette sortie médiatique de Bertrand Bisimwa, un leader du M23 AFC? Ce plan-là n'est-il pas aujourd'hui très clair pour que les Congolais s'élèvent et barrent la route à tous ceux-là qui veulent émietter ces pays? Isolement diplomatique, encore une fois, de Kagame, sinon du Rwanda. L'Allemagne vient de prendre des sanctions contre le régime de Paul Kagame à cause de la guerre d'agression menée par les Hitler africains contre la République démocratique du Congo. Bonsoir, bonjour, bienvenue, chers téléspectateurs. Nous sommes contents de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de ce magazine, les débats congolais. Nous allons parler de tous ces sujets-là qui se sont résumés en des questions que j'ai pu poser à l'entame de mon propos. Et pour en parler sur ce plateau, nous allons recevoir un journaliste. Il est journaliste indépendant, patron de Télé News. Il s'appelle Patrick Lokala. Monsieur Patrick Lokala, bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère Charles Kekankou. En tout cas, ça fait débat. Cette sortie médiatique de Bertrand Bisimwa, je ne sais pas si c'était sur quelle chaîne, mais on a vu tous l'extrait où Bertrand Bisimwa dit exactement que si le Congo ne veut pas débattre Tutsi, alors qu'il... J'aimerais lire exactement ce que ce monsieur a dit dans sa sortie médiatique. Bisimwa dit ceci. Si le Congo ne veut pas débattre Tutsi, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Patrick Lokala, comment analysez-vous cette déclaration de ces messieurs membres de M23 AFC, un mouvement qui a des revendications légitimes, qui n'est pas un groupe anarchiste, selon Joseph Kabila? Patrick Lokala. Merci beaucoup, cher confrère, pour la question. J'ai suivi tour à tour Joseph Kabila Kabange, Corneille Nangaa et aujourd'hui Bertrand Bisimwa. Lorsque vous suivez les trois sorties médiatiques, ces trois sorties médiatiques nagent sur des grandes contradictions. Grandes contradictions. Exactement. D'un côté, il y a Joseph Kabila Kabange qui, dans sa sortie médiatique, a tenté justement de laver Paul Kagame de tout soutien. Laver Paul Kagame de tout soutien. En anglais, il faut le soutenir. Je parle anglais, s'il vous plaît. Je parle correctement anglais pour avoir été à Cali. Et donc, la sortie médiatique de Joseph Kabila est venue laver
Paul Kagame de tout soutien apporté au groupe rebelle AFC M23 de Nanga. Alors qu'au niveau international et national, il a été clairement établi que c'est Nanga qui organise, qui recrute les militaires pour les M23. C'est Kagame qui organise les M23. C'est Kagame qui a conçu la stratégie, la tactique et la technique de guerre. C'est Kagame qui lui-même a instruit à son état-major général d'apporter un soutien en ressources humaines, c'est-à-dire des éléments militaires au groupe M23. Et Joseph Kabila a tenté de laver Kagame. Premier élément. Deuxième élément, Joseph Kabila, dans sa sortie médiatique, a tenté de légitimer en fait les M23. Légitimer les M23. Lorsqu'il dit que les revendications du M23 sont légitimes et que ce n'est pas un groupe anarchiste, c'est ici en contradiction de ce que lui-même, sous son règne, avait déclaré à travers ses sorties médiatiques, mais aussi à travers le point de presse du gouvernement de la République, qui, à son temps, la vidéo circule sur les réseaux sociaux, je l'ai même balancée parce que je suis aussi journaliste archiviste. Dans cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Lambert Mende, qui n'est pas parti sur le dos de la cuillère, a clairement établi que pour le gouvernement congolais, le M23 était un groupe de bandits, de criminels, de terroristes, avec qui l'État congolais ne va jamais et alors jamais négocier. Ça, c'est Lambert Mende. Pourquoi? Parce que Mende considère que la première fois que le gouvernement congolais sous Kabila avait négocié avec le M23, c'était une erreur de parcours. C'est comme ça que Mende déclara que pour entrer dans l'armée, il va falloir suivre un cursus. Et donc, Kabila lui-même entre en contradiction avec ses propres déclarations, son propre gouvernement, son propre État qu'il a dirigé pendant 18 ans. Et c'est très grave. Et lorsque vous avancez, vous avez connu Nanga qui, dans sa dernière sortie médiatique, chers confrères, j'ai balancé la vidéo. Pour ceux qui vont s'en douter, j'ai balancé la vidéo sur mon compte X. La vidéo existe sur Facebook partout. Où il dit, ils ont arrêté nos frères. Ils ont ravi nos biens. Ils nous ont condamnés à mort. Et nos proches sont aux arrêts. Nos biens sont confisqués. Nous n'avons plus rien. Nous nous battons pour notre propre survie. Vous comprenez que la revendication de Kabila est différente de celle de Nanga qui se bat pour sa famille, pour ses biens, pour ses proches et contre sa condamnation. Donc ce n'est pas la même revendication. Vous prenez aujourd'hui Bertrand Bisimwa qui, lui, dans sa dernière sortie médiatique, vient et dit non mais écoutez, nous sommes discriminés. On dit que les Batuchi, selon lui, n'ont pas de place. Les Baswahili n'ont pas de place. Et c'est la raison pour laquelle ils se battent pour revendiquer ce qu'ils considèrent comme juste. Donc vous comprenez que les trois revendications sont complètement opposées. Et s'agissant des Bisimwa, pour chuter, quand il dit par exemple que les Batuchi n'ont pas de place et qu'ils ont des terres au Congo, mais il se manque de l'histoire. Bon, peut-être que le fait d'être habitué à la rébellion, il n'a pas l'essence de l'histoire, ou il n'a pas le temps de lire les livres d'histoire pour comprendre à quel moment le Congo a connu l'arrivée des populations Tutsi ou rwandophones. En 1885, les Tutsis étaient déjà là où ils sont, donc ce sont leurs terres. L'histoire est claire. L'histoire est claire. L'histoire est claire. On connaît la provenance des populations Tutsi. Ce sont des peuples pasteurs, des peuples qui n'avaient jamais de terre, qui se pavanaient partout à travers le monde. On connaît comment ils sont arrivés au Congo. Donc ce n'est pas à Bertrand Bisimwa de changer l'histoire et de nous imposer la version qu'il considère vraie, parce que l'histoire est claire. Et quand nous connaissons comment ces populations sont arrivées, et aujourd'hui, le Congo ne nie pas le fait que parmi les populations qui doivent vivre dignement et en paix, il y a aussi les populations Tutsi. Et il n'y a jamais eu, que ce soit de la part de l'État ou de la part de nos populations, une stratégie clairement mise en place pour exterminer
les Tutsis congolais. La preuve, ils sont là, aux institutions. Ils sont là dans l'armée. Qu'est-ce que Bertrand Bisimwa va dire au monde lorsque le monde regarde et qu'il voit un Tutsi au gouvernement qui s'appelle Alexis Gisaro? Qu'est-ce qu'il va dire au monde? Qu'est-ce qu'il va dire au monde lorsqu'il voit, par exemple, les chefs de la zone militaire du Sud Kivu, Pacifique Massouzou. Pacifique Massouzou, qui est un Tutsi de souche, gérer l'armée dans une zone problématique. Contre le Rwanda. Contre le Rwanda. Qu'est-ce que lui va dire? Et tant d'autres, je ne vais pas ici les citer parce que, en force de les citer, ça peut aussi créer la stigmatisation. Et donc, qu'est-ce que Bertrand va dire au monde lorsque le monde sait qu'Azarias Ruberwa a été vice-président de ce pays alors que c'était un Tutsi? Et il a été ministre pendant plusieurs années. Ainsi de suite. Et que lui-même, pour des raisons de santé, il se trouve présentement à l'extérieur du pays. Claude Nyarugabo, Moïse Nyarugabo, Moïse Nyarugabo n'a-t-il pas été député? Sénateur aussi. N'a-t-il pas pris fait cause pour les populations Tutsi, rwandophones à l'Assemblée nationale? Qui l'a déjà inquiété? Bon, ce sont là les vraies cibles qui pouvaient faire l'objet des attaques de la population. Et donc, c'est un faux discours. C'est un faux discours. C'est un faux discours. L'objectif réel et vrai de cette guerre d'agression, c'est ce que vient de dire Bertrand Bisimwa et nous connaissons. C'est la recherche des terres, l'occupation. Il va falloir, parce que c'est depuis longtemps que le Rwanda procède au dépeuplement et au repeuplement de certaines zones de l'Est pour pouvoir gagner en démographie et un jour déclencher le processus de la balkanisation. Mais ça, on le sait tous. Comment tu réagis lorsqu'il dit que ça fait 30 ans qu'il y a des réfugiés Tutsis qui sont dans des pays voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda, même s'il n'a pas cité les noms de ces deux pays-là, et qui ne parviennent pas à revenir au Congo. Alors que 30 ans, lorsqu'on revient 30 ans, c'est 1995. Ouais. Pour lui, il pense que ces gens-là, les Tutsis qui sont réfugiés dans ces pays-là, les Congos n'acceptent pas qu'ils reviennent. Même du temps où les RCD occupaient toute cette partie, pendant tout ce temps-là, on n'a jamais accepté qu'ils reviennent au Congo. C'est un raisonnement fallacieux de la part de Bertrand Bisimwa, parce que nous savons la stratégie c'est quoi? Le Rwanda, à défaut d'annexer une partie de notre territoire au Rwanda, le Rwanda a établi une autre stratégie. Comme je vous l'ai dit, attaquer le Congo, procéder par des massacres généralisés de vrais autochtones et chercher à repeupler, c'est-à-dire amener des populations qui ne sont pas congolaises au Congo, pour que quand le moment de la balkanisation viendra, que ceux-là se déclarent favorables. Population, le réfugié dont Bisimwa fait allusion, ce sont en réalité de Rwandais que Kagame a formaté, préparé, et que le jour où, par hasard, nous allons accepter de leur donner des terres, ils y viendront, ils s'installeront, ils extermineront les Congolais de souche, ils s'installeront et après, ils procéderont à l'autodétermination, à un référendum, et à ce moment-là, le schéma de la balkanisation sera effectif. C'est à ça que le Congolais est appelé à s'opposer. C'est à ça que le Congolais est appelé à s'opposer. Ceux-là qui sont allés se rallier derrière le Rwanda jouent le jeu du Rwanda contre notre propre pays. Ne prenez pas pour une blague la sortie médiatique de Bertrand Bisimwa. Elle révèle le caractère belliqueux, le caractère suspect et malin de la stratégie de Kagame. Et il ne s'arrête pas là. Parce qu'on trouve que ça fait 30 ans qu'on essaie le même jeu. Mais que la vigilance des Congolais, les pouvoirs métaphysiques, fait toujours que le Rwanda échoue. Le Rwanda veut étendre cette fois-ci sa stratégie de la victimisation, de la haine, du racisme, en faisant croire au monde entier que le Congo, nous, Congolais, nous sommes contre nos propres compatriotes, les Baswahili. Parce que dans sa vidéo, Bisimwa parle des Baswahili. Comme quoi les Baswahili, eux aussi, seraient victimes de la discrimination de la part de l'État congolais et des Congolais.
c'est pour étendre la rhétorique de la haine contre les Tutsis congolais et avoir pour allier nos compatriotes baswahili. Ils ne céderont pas à ça. Et là même l'Église catholique a évoqué ça. Oui, mais l'Église catholique, on ne le dira jamais assez. Mais j'ai commencé à avoir des suspicions légitimes sur le comportement des évêques, qui, à mon humble avis, ne sont pas loin de jouer les jeux de Kagame. Parce que la vidéo à laquelle Monseigneur Donatien Choulet a fait allusion, c'est une ancienne vidéo. Depuis quand deux individus ont un problème et ça devient un problème d'État? Un Moulouba et un Moussa, ils peuvent avoir des litiges personnels. Pourquoi ça doit devenir un problème d'État? Comme on en a vu à Lubumbashi ou au Grand Katanga, un petit conflit à Malemba Kulu entre les ressortissants katangais et kassaïens. À ce moment-là, on dit non, on veut exterminer tous les kassaïens. Non, mais il faut arrêter. Voilà pourquoi je dis qu'il faut éviter. Parce que quand on parle de Baswahili aujourd'hui, c'est quoi? C'est toute personne qui parle la langue swahiliphone. Vous pouvez être... Swahiliphone. Quand on dit les Baswahili, ou le swahiliphone, c'est toute personne qui parle la langue swahili. Oh! Même en Tanzanie, en Zambie, même vous parlez swahili. Même vous parlez swahili. Donc vous êtes victime de ça. Moi, ma mère parle swahili. Et pourtant, elle n'est pas du Maniema ou du Sud Kivu. La réalité, c'est quoi? Il ne faudrait pas aujourd'hui... Mais moi, quand j'ai suivi ici, je me suis dit, mais bon, il y a peut-être une différence entre parler français et être intelligent. Parce que comment on peut s'élever dans un pays comme celui-ci où nous savons tous que le Swahili est l'une des 4 de nos langues nationales. Et c'est expressement repris dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Et que cette zone, la zone swahiliphone, comme nous aimons bien appeler la zone chilubaphone, la zone kikongo, la zone swahiliphone, la zone lingala, ce sont des zones. Vous prenez, il y a le Katanga, le Grand Katanga, il y a la Grande Orientale et le Grand Kivu. Comment on peut penser, même si Tshisekedi était né idiot, comment pouvait-il mettre en place un schéma pour exterminer le peuple du Grand Katanga, c'est-à-dire au Katanga, Lualaba, Olomami et Tanganyika, exterminer le peuple de la Chopo, de l'Ituri, de Haute-Ouelle, de Basse-Ouelle, exterminer le peuple du Nord Kivu, du Sud Kivu, exterminer le peuple du Maniema et d'Ituri. Comment on peut penser arriver à ça? Même si on est le dernier de la classe des idiots, qui est ce président qui peut accepter que son État, que son peuple accepte de se séparer avec ses frères de l'espace swahiliphone? C'est tellement chimérique, c'est tellement superficiel et artificiel que je me dis, à un moment donné, la drogue du Rwanda a tellement enivré Bertrand Bisimwa qu'il en a même perdu son cerveau, malheureusement. Oui, la drogue du Rwanda a tellement enivré Bisimwa qu'il en a perdu son cerveau, malheureusement. Parce que c'est inimaginable de croire à ça. Qui peut croire à ça? Bon Dieu, même les Nations Unies, même la France, l'Europe, qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Alors, est-ce que tu penses que les revendications évoquées dans ces pays, sous Kabila, vous connaissez l'expression voisin Muzuri. Voisin Muzuri. Ça pouvait être une expression tribale, non? Oui. Pourquoi ça n'a jamais créé problème? Voisin Muzuri. Donc, un bon voisin. Voilà. Tu connais l'expression Boma Muluba Tikanyoka. On a déjà dit qu'on va exterminer tous les Baluba. Hein? Tu connais l'expression Mouyaga Moroboye. C'est pour autant qu'on va exterminer tous les Bayaka. Chaque société a peut-être quelques expressions, mon cœur. Il peut y avoir des petits soucis entre nous. Mais ce n'est pas qu'on va... Moi, j'ai été là-bas. J'ai circulé pendant la campagne avec Moïse Katumbi Chapwe. Je ne me suis jamais senti en dehors du Sankourou. J'étais comme chez moi au Sankourou. Quand je me suis retrouvé à Goma, d'ailleurs, ma ville préférée, c'est Goma. Quelqu'un qui est né au Sankourou, mais la ville préférée, c'est Goma. Comment vous allez nous séparer de nos frères? J'aime beaucoup Goma. Ah, mais voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, il n'y a pas de revendication légitime. S'il y a des problèmes, nous allons les résoudre. Je l'ai toujours dit, il y a certes des problèmes de gouvernance dans ce pays. Il y en a. Il y a des problèmes de gouvernance, la corruption, les détournements, la complaisance, les mauvais choix du chef. Il y a des problèmes de gouvernance que nous allons résoudre seuls, par peut-être des voies démocratiques, comme le veut la Constitution. Le schéma Kabila, le schéma Nanga, ces schémas sont en dehors de la Constitution. Comment lui qui a lui-même
signé sur la Constitution va aujourd'hui légitimer les revendications d'un groupe rebelle. Alors que c'est lui-même, Kabila, qui a signé sur la Constitution que nous appliquons. Alors, Patrick Lokala, est-ce que les faits tels que présentés par Bertrand Bisimwa aujourd'hui, dans sa sortie médiatique, penses-tu que ces faits-là sont aussi, ou bien ces revendications-là sont aussi portées par Corneille Nangaa et Joseph Kabila? Non, mais je l'ai dit ici. Je l'ai dit, les revendications de Kabila, par rapport au Tutsi, par exemple. Non. Kabila défend aussi cette cause-là. Nangaa défend aussi cette cause-là. C'est-à-dire que si le Congo ne veut pas de Tutsi, Kabila défend ça, mais il ne l'a jamais dit. Il défend les causes portées par Bisimwa, qui sont les causes de Kagame. Mais il ne l'a pas dit. Parce que c'est quoi? Les revendications aujourd'hui, c'est clairement établi que les revendications du M23 sont des revendications identitaires. Ils viennent faire les revendications de populations Tutsi qui seraient discriminées au Congo. Des populations qui n'ont pas de terres. Ce sont là les principales revendications du M23 et de Kagame. Alors, à quel moment on peut comprendre que Kabila, lui aussi, aurait défendu les revendications du M23? C'est lorsqu'il dit, je dis aurait, c'est lorsqu'il dit que les revendications du M23 sont légitimes et que ce n'est pas un groupe anarchiste. Quelles sont les revendications du M23 selon Bertrand Bisimwa? La revendication des terres pour les populations Tutsi, la lutte contre la discrimination des populations Tutsi et la balkanisation. C'est ça les revendications. Donc, quand vous dites que les revendications du M23 sont légitimes et que c'est lui qui est le porte-étendard, l'interlocuteur direct de Kagame, dit que nous, M23, nos revendications, c'est défendre nos frères Tutsi discriminés. Nous, nos revendications, c'est d'avoir des terres au Congo. Par ricochet, Kabila défend ce que Bisimwa dit sur la revendication des terres, sur la revendication de la lutte, de la défense des populations Tutsi. Est-ce que tu penses qu'un leader comme Joseph Kabila, qui a été président de la République, qui a une famille politique composée de gens venus de toutes les provinces, peut aujourd'hui porter de telles revendications allant sur la balkanisation de la RDC? Oui, mais Charles Kankou, nous avons appris la logique. En dehors de la logique, nous avons appris l'analyse du discours. Parce que dans le discours, il y a les non-dits et les dits. Les dits du discours de Joseph Kabila, c'est que le M23 est une inspiration du peuple congolais. Les dits de Kabila, les revendications du M23 sont légitimes. Les dits de Joseph Kabila, c'est le M23 n'est pas un groupe anarchiste. Quand le M23 prend la parole, il dit quoi? Nous, les revendications que Kabila dit être légitimes sont celles-ci. Défense des populations Tutsi, recherche des terres et demander au Congo de s'en aller, de nous laisser. Autrement dit, nous voulons la balkanisation pour avoir notre propre terre, avoir notre propre État. Kabila n'a-t-il pas, par ricochet ou implicitement, soutenu la balkanisation du Congo? Kabila n'a-t-il pas, attendez, Kabila n'a-t-il pas, en disant, en déclarant que les revendications du M23 sont légitimes et que le M23 dit qu'ils cherchent des terres, la balkanisation du Congo, qu'ils cherchent à défendre leurs frères marginalisés. Kabila n'a-t-il pas porté les causes du M23 qui sont en réalité les causes de Kagame? C'est comme ça que je dis. Kabila aurait défendu implicitement, corps et âme, bec et ongle, les revendications du M23. Il ne faut pas être naïf pour ne pas les reconnaître. Et lorsque vous prenez Nangaa, Nangaa n'est plus dans ces schémas. Nangaa n'est plus dans ces schémas. Nangaa, lui, s'inquiète de voir que sa famille est inquiétée. Ses frères sont aux arrêts, il a perdu tous les biens. Sa propre épouse est en difficulté. Son argent bloqué, il est sous sanction des Américains, des Européens. Et Nangaa dit, moi, vos revendications là de Tutsi,
du M23, de Kabila ne me concerne plus. Moi, c'est ma propre survie. C'est ce qu'il a dit. La vidéo existe. Est-ce que j'ai menti? Donc, voilà les contradictions qu'il y a aujourd'hui au sein du M23. Donc, c'est bien triste. C'est comme ça que je vous dis que je suis étonné. Que Joseph Kabila, qui aurait dû être, en principe, le premier défenseur de la Constitution, est celui-là même qui est en train de marcher sur la Constitution sur laquelle il a apposé sa propre signature. Parce qu'il parle de la bonne gouvernance comme étant la cause de tout conflit armé, de tout trouble que nous connaissons dans la société. Ouais. Et vous pensez qu'il marche sur la Constitution? Non, mais écoutez, Charles K, quand il parle de la bonne gouvernance ou de la mauvaise, ce n'est-il pas de bonne guerre? C'est ça le travail de l'opposition. L'opposition est reconnue dans ce pays, dans la loi fondamentale. Et une fois que Kabila a quitté le pouvoir, il est dans l'opposition. Dire que Tshisekedi était tyran, moi, ça ne me gêne pas. Dire que Tshisekedi est un dictateur, ça ne me gêne pas. Dire que Tshisekedi fait de la mauvaise gouvernance, ça ne me gêne pas. C'est un discours de l'opposition et c'est un discours légitime. Je ne condamne pas Kabila pour ça. Je condamne Kabila pour avoir apporté de l'eau au moulin du M23. La loi n'autorise à personne de prendre les armes pour revendiquer quoi que ce soit. Kabila le sait pour avoir signé, a posé sa signature sur la Constitution qui est officielle. La loi l'interdit. Il le sait. Charles Kakankou, combien de frustrations avons-nous dans ces pays? Combien de mécontentements avons-nous dans ces pays? Pour cela, il faut que tout le monde prenne les armes pour chercher à être rétabli dans ses droits. Qu'est-ce que Joseph Kabila veut nous dire? Moi, qu'on nous dise. Moi aussi, je suis mécontent. J'ai été arrêté brutalement. J'ai été humilié. Je continue à subir. J'ai même des cicatrices. Mon téléphone iPhone 15 a été volé avec les dossiers. Ma famille continue de souffrir. Je continue à traiter les enfants jusqu'à aujourd'hui à cause du gaz lacrymogène. Pour ça, dois-je prendre les armes pour revendiquer? Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, nous allons nous tenir debout contre ça. Moi, je ne soutiens pas le régime Tshisekedi. Mais pour la guerre qu'on nous impose, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. Voilà la raison pour laquelle je suis à ses côtés aujourd'hui contre la guerre. Mais je ne viens pas pour soutenir sa gouvernance. Il faut que cela soit clair. Alors, Patrick Lokala, l'Allemagne vient de prendre aussi de nouvelles sanctions contre le Rwanda aujourd'hui en coupant l'aide à ces pays. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec tous ces lots de sanctions ici, Kagame finira par lâcher la RDC, lâcher le M23 et se concentrer sur son pays? Écoutez, il faut faire la nuance entre la solution durable au problème de l'Est, qui a duré 30 ans, et la solution palliative par rapport à la crise actuelle. Pour ce qui concerne la solution durable au problème de l'Est, c'est la réorganisation au niveau interne. Réorganisation. La réorganisation. À travers la bonne gouvernance. Il faut instaurer la bonne gouvernance. OK? Il faut réformer l'armée. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit ici et je le répète. Réformer l'armée. Mettre en place une armée républicaine. Une armée organisée, équipée, motivée, cher Charles Kekankou. C'est cette armée qui va être cette force capable d'assurer l'intégrité de notre territoire national. Et c'est par là que viendra une solution durable à ces problèmes. Parce qu'avant de nous attaquer, le Rwanda se posera des questions. Est-ce qu'en attaquant le Congo, je ne m'expose pas? Parce que le Congo dispose d'une armée forte. Ça va créer un effet dissuasif, non seulement contre le Rwanda, mais contre tous ces pays frontaliers qui nous entourent. Par rapport à la crise actuelle, les sanctions viennent justement inverser la tendance et les velléités, la volonté de Kagame de venir marcher jusqu'à Kinshasa. Ce qui est vrai aujourd'hui, avec cette avalanche de sanctions, Kagame n'avance plus. Donc, vous pensez qu'il a peur des sanctions? Non, il a peur. Mais il est là. Non, mais il n'avance plus. Il n'avance plus. Il n'avance. Il n'avance. Il n'avance. Il n'avance. Des informations où certaines localités sont encore tombées entre les mains de. Il n'avance. Il n'avance plus.
L'objectif d'une rébellion, ce n'est pas de prendre des localités, c'est de prendre des grandes agglomérations. Nous savons tous. Ils n'avancent plus. Ces sanctions, mais ils peuvent en ce moment être en train de se réorganiser pour non, aller ici, lui, il utilise. Vous voyez, c'est justement ça. La guerre n'est pas que le muscle, n'est pas que la force des armes, mais aussi de l'intelligence. Kagame a pensé qu'avec son armée, avec les moyens logistiques qu'il dispose, avec la volonté de tous ses alliés nationaux et étrangers, il allait partir vite pour venir à Kinshasa. Mais justement, la guerre au niveau de l'intelligence a fait que les sanctions ont réussi à stopper Kagame pour l'instant. Parce que Kagame... Attendez, ouais. Pascal, Patrick Lokala. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais qui ne cessaient d'accuser la communauté internationale, les grandes puissances de soutenir Kagame, et que ces dernières grandes puissances aient décidé de sanctionner les Rwandais, cela ne veut-il pas dire qu'on accusait peut-être faussement ces puissances-là? Voilà pourquoi aujourd'hui, ils isolent Kagame. Non, les grandes puissances sont pris au piège de leurs propres valeurs. Parce qu'il y a des valeurs universelles qui caractérisent le monde dans lequel nous vivons. Il y a par exemple le droit international, il y a les Nations Unies, il y a dans la charte, il y a des articles qui interdisent à un État d'envahir un autre. Et ces États que vous connaissez défendent ces valeurs. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Kagame a, pas recul, mais qu'il n'avance plus. Parce que Kagame jouait sur deux volets. Le volet militaire et le volet diplomatique. Kagame a tellement amadoué les grandes puissances, la communauté internationale, qu'il a pensé qu'en déclenchant une guerre, ces grandes puissances garderont toujours silence comme ils l'ont toujours fait à l'époque. Parce qu'ils profitaient justement de la faiblesse de notre diplomatie. Maintenant que nous avons Mme Wagner, qui est arrivé, qui a été au Rwanda, a vécu au Rwanda dans le cadre de la coopération allemande. Il connaît Kagame, il connaît le Rwandais, il connaît leur stratégie. Il a attaqué Kagame dans les endroits où Kagame nous a affaiblis. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque la diplomatie est devenue agissante, forte, le monde ne sait plus fermer les yeux face aux atrocités, face à l'agression rwandaise. Parce qu'on brandit au monde d'autres réalités. Même si ce n'est pas la même chose, on brandit au monde les cas. J'ai fait d'abord une analyse diplomatique. J'ai fait d'abord une analyse diplomatique. Aujourd'hui, le monde a été confronté à une réalité de deux poids, deux mesures. Où vous avez la situation de l'Ukraine contre la Russie, même si ce n'est pas la même réalité. Vous avez la situation d'Israël contre la Palestine, où le monde a pris position dans les mêmes réalités. Le monde s'est dit, si nous fermons les yeux par rapport à la situation du Congo, cela risque d'être considéré comme deux poids, deux mesures. En dehors de ça, Félix Tshisekedi a noué quand même des partenariats avec plusieurs grandes puissances, notamment la Chine, notamment la France, notamment les États-Unis d'Amérique avec le corridor de l'Obitu. Et donc, ces gens-là n'ont pas besoin de voir la rébellion, n'ont pas intérêt de voir une rébellion arriver et tout détruire alors qu'ils gagnent déjà mieux avec Tshisekedi. D'où ils ont pris position et cela permet aujourd'hui qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda. Le Rwanda a beaucoup travaillé sur son image, sur sa crédibilité. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie de Mme Wagner, on a réussi à détruire un tout petit peu cette crédibilité et cela fait qu'aujourd'hui, Kagame a peur de mort, Kagame a peur des crimes contre l'humanité, il ne sait plus avancer, même s'il dispose d'une grande puissance en termes d'armement et de militaire. D'où nous disons, c'est justement à ce niveau que les options se présentent sur la table du président de la République. Soit il négocie directement avec Kagame, il discute avec Kagame, soit il va trouver un moyen de discuter avec les M23, avec Nanga, pour une solution palliative. Parce que si, il faudrait que nous ayons quand même la solution. Vous n'allez pas dire. Non, c'est une analyse que j'ai faite. Moi, je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un militant, j'ai fait une analyse comme journaliste indépendant. Parce qu'il a deux réalités sur sa table. La guerre est là, les grandes villes sont tombées, Bukavu et Goma sont tombées. Alors, il a deux options.
soit il se bat militairement pour conquérir Bukavu et Goma, ce qui n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Parce que la riposte vigoureuse annoncée par le président de la République s'est fait toujours attendre. Va-t-elle être activée? Jusqu'aujourd'hui, nous constatons que la riposte vigoureuse n'a toujours pas été activée pour récupérer, reconquérir nos 2 villes conquises par le Rwanda. Première option. Deuxième option, au cas où l'option de la riposte vigoureuse par l'armée n'est pas activée, le président devrait, cette fois-là, accepter de dialoguer avec le M23, entendre ses revendications, faire des concessions, tout en sachant que la solution qui viendrait de ces dialogues ne sera pas une solution durable, parce que les évêques sont déjà à pied d'œuvre pour ça. Mais il devrait maintenant se remettre pour préparer son armée. Oui, parce qu'ils vont, même après cette solution de dialogue, Kagame créera toujours un autre mouvement pour attaquer le Congo. Alors, au moment où il créera un autre mouvement pour attaquer le Congo, il faudrait qu'à ce moment-là, Tshisekedi ou un autre président qui viendrait soit à mesure, cette fois-là, d'activer la riposte annoncée pour pouvoir faire face à Kagame, parce qu'il n'arrêtera pas de nous attaquer à chaque fois que nous organiserons des dialogues avec les rebelles. Alors, Patrick Lokala, j'aimerais quand même lire ce tweet que tu as publié sur ton compte X. J'ai vu même les journaux Scoop RDC reprendre cela. Ouais. Et c'est quand même, si tu parles d'un bicéphalisme aujourd'hui qu'on observe au sein de l'opposition congolaise, mais nous savons tous que Moïse Katumbi a rencontré, il s'était vu avec Fayoulou en Belgique. L'opposition était en train de coaliser les forces pour lutter contre les changements de la Constitution, la mauvaise gouvernance qu'il qualifie du régime Tshisekedi, et aussi pour sauver l'unité de la République démocratique du Congo. Mais là, tu es en train de dire qu'aujourd'hui, des blocs au sein de l'opposition. Qu'est-ce qui te pousse à dire cela? Les tweets est là. L'opposition va vers 2 blocs. À savoir, le bloc de Kinshasa est composé de Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, alors que le bloc de Lubumbashi est constitué de Joseph Kabila, Moïse Katumbi. L'atout principal du bloc de Kinshasa, c'est l'ancrage populaire au siège des institutions, alors que le bloc de Lubumbashi a pour atout principal l'argent et le lobbying au niveau international. Le bloc de Kinshasa tire son origine du tshisekédisme, alors que le bloc de Lubumbashi tire son origine du kabylisme. Le tshisekédisme est né de la lutte démocratique, alors que le kabylisme est né de la lutte armée. Une balkanisation de la classe politique. Patrick Lokala tire aussi les chantres de cette balkanisation. Non, non, je ne suis pas le chantre de la balkanisation de l'opposition. Le concept est d'une caricature inimaginable et je salue votre imagination. Oui, mais c'est une réalité. Non, au fait j'ai regardé, j'ai observé les faits et gestes et les attitudes de la classe politique et surtout de l'opposition. Je me suis rendu compte que Martin Fayoulou était assez réticent quant au rapprochement avec Joseph Kabila, dont il a critiqué les bilans de 18 ans. C'est l'opposant qui n'a pas travaillé avec Joseph Kabila, on va le dire. Katumbi est né du kabylisme. Fayoulou ne se sent pas très à l'aise avec Moïse Katumbi, non seulement à cause du bilan des 18 ans, mais aussi à cause de ce qu'il a toujours considéré comme la trahison lorsque Katumbi a quitté la Mouka pour rejoindre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, même s'ils se sont rencontrés en plusieurs reprises, mais Fayoulou ne se sent pas très à l'aise avec Moïse Katumbi dans ce sens-là. C'est comme ça qu'après sa rencontre avec Katumbi, qu'il a d'ailleurs convaincu de rencontrer Joseph Kabila, Kabange, Martin Fayoulou est resté toujours... Oui, il aurait convaincu de rencontrer Kabila.
Et Fayulu est resté toujours très réticent à l'idée d'aller rencontrer Joseph Kabila, qu'il accuse de lui avoir ravi la souveraineté lors des élections de 2018. Il a toujours été réticent et il n'a jamais voulu le rencontrer. Et après, on a vu Moïse Katumbi. Fayulu n'a jamais voulu rencontrer Kabila. Oui, oui. Fayulu n'a jamais rencontré Joseph Kabila. Il ne l'a jamais pardonné, non seulement du fait du bilan de 18 ans, il se voit très mal faire une alliance avec quelqu'un qui a un lourd bilan de 18 ans. Un bilan parsemé de crimes, de répression et de mauvaise gouvernance, de l'impunité, de l'intolérance politique. Et surtout, lorsque Fayulu, d'après lui, a été élu, mais Kabila n'a pas voulu le proclamer, il a préféré donner le pouvoir à Tshisekedi. Pour ça, Fayulu n'a jamais pardonné à Kabila et il a toujours un peu de difficultés, de réticence à l'idée de le rencontrer. Et après, on a vu Moïse Katumbi aller rencontrer Joseph Kabila. On sait que les deux se sont réconciliés, les deux frères ennemis se sont réconciliés à Lubumbashi et ils n'hésitent pas de s'appeler, de se voir. Attendez que je te pose cette question. Est-ce que tu penses aujourd'hui que l'ascension de Joseph Kabila, les retours en force de Joseph Kabila sur la scène politique peut être au bénéfice de Moïse Katumbi qui a aussi des ambitions présidentielles parce que l'autorité publique aujourd'hui que Joseph Kabila veut revenir au pouvoir en 2028. Est-ce que cela peut servir la cause de Moïse Katumbi? Quand vous parlez de retour en force de Joseph Kabila, vous faites allusion à quoi? Parce qu'il a été en Afrique du Sud, il a été en Namibie dans un jet où il a fait une tribune en anglais. C'est ça le retour en force? Oui, c'est le retour. Non, mais non, il n'y a pas de retour. Non, voilà. Ce sont des sorties. Ce sont des sorties médiatiques. Ce sont des sorties médiatiques, comme peut le faire Patrick Lokala, comme peut le faire Charles Kankou. Tout le monde peut faire des sorties médiatiques. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez appeler ça retour en force. Depuis qu'il est parti du pouvoir, quelle est la grande mobilisation que Kabila a faite pour que nous réalisions que Kabila est fort? Il a fait un retour en force. Il n'a organisé ni un meeting, ni un sit-in, ni une marche. Sur quel plan, sur base de quel élément on peut me convaincre aujourd'hui que Kabila a fait un retour en force? Par contre, la rencontre le rapprochement entre Katumbi et Kabila, c'est Katumbi qui perd. Katumbi, c'est quand même les deuxièmes aux élections de 2023. On a vu, moi-même j'ai vécu l'adhésion populaire lors de sa campagne électorale. Il a des députés, c'est l'opposant principal de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au lendemain des élections. Donc c'est lui qui apporte du souffle à Kabila. Katumbi apporte du souffle à Kabila. Exactement, parce qu'on ne connaît pas. Il représente quoi? Une machine politique. Kabila représente quoi? Kabila représente quoi? Kabila représente quoi dans ces pays? À part l'argent. Le PPRD aujourd'hui, c'est quoi? Parce que tous les vieux sont partis. Les jeunes qui étaient là ne sont plus entretenus. Vous les voyez à la télé? Non, mais tous les vieux sont partis. Tous les vieux sont partis. Shadari est là pour des raisons familiales. On connaît la proximité familiale entre Shadari et Kabila. C'est pour ça qu'il est là. Obé Minakou, parce que pour sa dignité, il veut aller nulle part. Mais les jeunes qui ont porté Kabila à un certain moment aujourd'hui, où sont-ils? Kabila ne leur fait pas confiance. Donc Kabila existe où? Et il a fait quoi pour que nous, on s'en convainc pour dire non, mais Kabila a fait son retour. Par contre, Katumbi, c'est un acteur politique confirmé au lendemain des élections. Il a fait une campagne électorale XXL. Vous avez vu la masse, vous avez vu la peur du régime Tshisekedi face à Moïse Katumbi. Aujourd'hui, sur le plan de la mobilisation, peut-être le régime craint beaucoup plus Katumbi que Kabila, qui n'a rien prouvé. Quel est le meeting que Kabila a organisé en 6 ans? Où 10 personnes sont venues l'écouter pour qu'on dise que voilà, c'est le retour en force. Non, il fait ses contacts. Il fait ses contacts d'investissement. Katumbi est tenté de s'engloutir en s'alliant avec Joseph Kabila? Ce qu'il fait là, c'est pour des raisons économiques. Il va visiter ses investissements en Namibie, en Afrique du Sud, un peu au Kenya. Mais ce n'est pas pour des raisons principalement politiques, cher ami. Il faut qu'on se dise des vérités. Il a beaucoup investi à l'extérieur du pays, et surtout en Afrique. Attendez, Patrick Lokala. Donc ce sont des voyages d'affaires qu'il fait. Comment tu peux penser que Moïse Katumbi, en s'approchant avec Joseph Kabila, c'est lui qui perd? Comment? Sur base de quoi? Oui, mais parce que lui, il s'est confirmé. Il s'est confirmé comme leader à part entière. Il veut maintenant être
l'extension du PPRD? C'est ça. Comment va-t-il s'allier avec quelqu'un qui aurait soutenu le 1-23 contre le Congo? Comment Katumbi accepte d'être derrière un homme qui interdit à l'Afrique du Sud d'envoyer des troupes défendre les Congolais? Il perd en crédibilité. Il y perd. Alors quand j'ai regardé cette réalité, je me suis dit, ce sont les deux frères du Katanga. Donc la proximité affective, parce qu'issus du même espace, fait qu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Mais de l'autre côté, Martin Fayulu, qui était comme isolé, seul, a beaucoup apprécié la sortie de Kabunda Kabund. Kabund, on sait, il est vrai qu'il n'a pas encore fait ses preuves depuis qu'il a quitté l'UDPS, mais on sait de quoi il est capable. Et Fayulu, un homme politique averti, a décidé d'aller vers lui. Aller vers lui, pas parce que Kabund est plus grand que lui, pas parce que Kabund représente une grande notoriété, mais parce qu'il sait que dans les échéances à venir, il faut compter avec Kabund par rapport à la vie de Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai dit, sur le plan de la mobilisation, Fayulu a déjà prouvé ici à Kinshasa qu'il n'a pas de concurrent. Ajouter à cela, Kabund, qui à l'époque faisait de grandes mobilisations à l'IDPS, qui se rallie avec Fayulu, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. D'où, je trouve très mal, je ne vois pas comment Kabund accepterait d'être l'allié de Katumbi. Ah bon? Je ne vois pas comment Kabund accepterait d'être l'allié de Joseph Kabila Kabange et s'afficher avec lui. Il se sentirait toujours mal à l'aise. Comme Tshisekedi, il préfère se rapprocher d'un autre Tshisekediste qui est dans la ligne d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Celui-là, c'est Martin Fayulu Madidi. Donc, sur le plan idéologique et d'appartenance à une même famille politique, Fayulu se sent plus proche de Kabund. Kabund se sent aussi plus proche de Fayulu. Donc, l'alliance est facile. Et les deux se sentent éloignés du courant de Kabila et de Katumbi. Et je l'ai dit, que les deux courants, on connaît la naissance, on connaît les origines. Le kabylisme est né de la révolution armée, parce que Mouzé est venu avec les armes pour chasser Mobutu. C'est comme ça que nous avons connu les Joseph Kabila, les Moïse Katumbi, qui ont soutenu l'AFDEL. Katumbi a soutenu financièrement l'AFDEL. Il a toujours dit, il ne l'a jamais nié. Et donc, les deux là sont issus d'une révolution armée. C'est facile pour eux de se retrouver ensemble, parce qu'ils sont issus des mêmes pères. Kabund et Fayulu sont tous des Tshisekedistes. C'est facile pour eux de se retrouver ensemble parce qu'ils sont des mêmes pères. Et cette analyse est basée sur des faits réels qui sont là. S'il y a des gens qui sont contre, qu'ils sortent la version opposée. Lokala, un autre dossier, c'est cette campagne de diabolisation en quelque sorte. Oui, diabolisation. Contre Mme Fifi Masuka, la gouverneure de là-bas, j'ai vu des communicateurs notamment de l'UDPS, même si cela a été relayé, amplifié, vraiment amplifié par ceux qui défendent ou qui sont contre Tshisekedi, mais une campagne démontrant que Mme Fifi Masuka aujourd'hui a envoyé des millions à Corneille Nangaa pour assurer son poste de gouverneur de Lualaba. Quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à tout ce qui s'est dit ces derniers temps dans les réseaux sociaux contre Mme Fifi Masuka, notamment le fait qu'elle ait été reçue par les évêques catholiques à Lubumbashi pour échanger autour de l'initiative de ces évêques, le pacte social. Merci beaucoup, cher Charles Kankou. Tout comme vous, j'ai suivi la vidéo ou les vidéos de certains communicateurs de l'IDPS qui accusent Mme Fifi Masuka, la gouverneure du Lualaba, comme d'être en intelligence avec les rebelles. C'est ça en résumé en fait. On veut présenter Mme Fifi Masuka comme une gouverneure qui est en intelligence avec Nanga. Qui a envoyé 20 millions de dollars. Qui a envoyé 20 millions de dollars à Corneille Nangaa. D'abord, on va démontrer ici, sur base des éléments objectifs, qui détruiront les fausses allégations de quelques communicateurs
de l'IDPS soudoyés par les adversaires de Mme Fifi Masuka. D'abord, le gouverneur de province, ça c'est de notoriété publique, ne se déplace pas sans avoir obtenu l'autorisation de la haute hiérarchie. Autrement dit, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est l'autorité des tutelles des provinces. Donc, pour que Mme Fifi Masuka se déplace du Lualaba au Haut-Katanga, de Kolwezi à Lubumbashi, elle a reçu l'autorisation de son autorité directe, qui est le VPM de l'Intérieur et de la Sécurité. Ça, c'est de 1. De 2, quand Mme Fifi Masuka parle de sa contribution, qu'elle n'hésiterait pas de donner sa contribution pour que la paix revienne, cela a été interprété de la plus mauvaise foi. Elle a parlé devant les évêques catholiques. Exactement. À par le communicateur de l'IDPS, dont on connaît la sous-traitance. Quand elle parle de la contribution, mais elle a été dynamique, elle a été au front ces derniers temps. Lorsque Mme Fifi Masuka parle de sa contribution, c'est quoi? Par exemple, lorsque le pays a été agressé, lorsque le Rwanda prend le contrôle de Goma et de Bukavu, il n'existe pas un gouverneur de province qui s'est montré dynamique et engagé comme Mme Fifi Masuka Saïn. En faisant quoi? En faisant quoi? Parce que c'est ça sa contribution. En faisant quoi? Elle a organisé des meetings de protestation. Elle a organisé des marches. Elle a organisé une semaine de temps de prière en faveur de FRDC. Elle a organisé des cotisations. Elle a mobilisé tout le monde. Collecte des fonds. Collecte des fonds pour le FRDC. Elle ne s'arrête pas là. Au nom et pour le compte du chef de l'État, Mme Fifi Masuka a sensibilisé et supervisé les enrôlements de jeunes Lualabais et Lualabaises au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est cela, la contribution de Mme Fifi Masuka pour que la paix revienne au pays. Donc, quand elle parle de sa contribution, c'est dans ce sens qu'il faut voir ça. 2, 3. Existe-t-il un gouverneur aussi loyal que Mme Fifi Masuka dans ces pays? Quel intérêt Fifi Masuka a aujourd'hui de s'allier avec Joseph Kabila, dont on sait que l'un de ses plus proches collaborateurs l'a sérieusement humilié? Je parle de Richard Mouyez. Ah, l'ancien gouverneur? Oui, l'ancien gouverneur. Va-t-elle vraiment quitter Tshisekedi? Tshisekedi qui a fait d'elle vice-gouverneur, l'a laissé travailler, même si certaines personnes déploraient l'irrégularité. Au nom du développement du Lualaba, le chef de l'État a fermé les yeux. Elle a laissé Mme Fifi Masuka travailler comme intérimaire. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le même Tshisekedi a demandé à Mme Fifi Masuka de postuler pour être élu gouverneur confirmé. Le même Tshisekedi a toujours félicité Fifi Masuka. Fifi Masuka est-elle vraiment stupide pour laisser Tshisekedi, qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et aller rejoindre Kabila, qui est avec son pire ennemi, qui s'appelle Mouyej? Non, mais même si elle n'est pas politique, même si on va dire tout sur elle, mais il faut rêver pour faire un tel choix. Et je ne vois pas Mme Fifi Masuka avec sa lucidité accepter de laisser Tshisekedi, qui l'accompagne, qui le soutienne dans tout ce qu'elle fait, et aller rejoindre ceux-là même qui n'ont jamais voulu qu'elle soit gouverneure. C'est la même qui l'ont toujours humiliée. Aller là où se trouve son pire ennemi, qui est mieux positionné auprès de Kabila. Donc il va quitter là où elle est reine pour aller être esclave. Alors, parce que, vous voyez que ça me fait rire. Moi, nous sommes des analystes. Hein. Ça me fait rire. Politiquement, ça ne tient pas. Politiquement, ça ne tient pas. Parce qu'elle sait qu'elle fait poser ce genre d'acte, l'expose et expose sa propre famille. Parce qu'il faut combien de temps pour que Tshisekedi instruise afin que Mme Fifi Masuka soit dehors? Pour qu'on la décision. Oui, mais ça demande combien de temps? On peut faire le schéma mouillé, sinon on l'invite ici et ne rentre plus.
Va-t-elle vraiment laisser cette prospérité? Va-t-elle vraiment faire rater à la province du Lualaba qui bénéficie de l'impulsion du chef de l'État pour son développement et aller rejoindre les camps de l'ennemi? Elle n'est pas idiote, elle n'est pas stupide pour poser ce genre d'actes. 2, 3. On parle de 20 millions. Ah, 20 millions. 20 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Vous savez même la hauteur de 20 millions. Comment? 20 millions de dollars. 20 millions. L'ANER est là, la DEMIAP est là, le Conseil national de sécurité est là. Tous ces services sont là. Et Mme Fimasuka sort quand même 20 millions et envoie à Nanga par le trichement des évêques. Même si aujourd'hui, certains d'entre nous sont contre la démarche des évêques. Mais vous voyez vraiment les pères spirituels, les évêques, mes évêques, servir des ponts pour amener de l'argent à Nanga? Non, mais il faut arrêter quand même, non? Ah, il faut arrêter. Fulgence Mouteba, c'est un homme intègre. Ambongo, c'est un homme intègre. Chole, c'est un homme intègre. Vous voyez vraiment les évêques catholiques financer une rébellion. On peut diverger sur l'approche du dialogue, l'approche de négociation, mais aller jusqu'à dire que l'Église a servi des ponts pour amener 20 millions à Nanga relève des légendes inventées par quelques communicateurs de l'UDPS. Et quand on vérifie la provenance de ces machinations, la provenance de cette manipulation, la provenance de cette campagne de SAP, l'on citerait, je ne confirme rien, les bourgmestres de Dilolo, de Dilala, les bourgmestres de Fungurume et le maire de la ville de Kolwezi, qui, d'après mes informations, sont tous de l'UDPS et seraient en train de lorgner les postes de Mme Fifi Masuka Saïne. N'ayant pas trouvé de faute de gestion dans la gouvernance de Fifi Masuka, il préfère la présenter comme une gouverneure qui est en intelligence avec les rebelles et tenter de jouer sur la psychologie du chef de l'État parce que c'est là où ils savent que Mme Fifi Masuka s'est investie et a la pleine confiance du chef de l'État. Elle est loyale, fidèle au président de la République. Vous n'avez qu'à voir dans tous ses discours. C'est elle qui travaille, mais elle met toujours tout sur l'actif du président de la République. Elle n'a rien à aller gagner chez Kabila. Bien au contraire, elle a tout à perdre. Par contre, elle a tout gagné auprès de Tshisekedi et je ne la vois pas lâcher ça pour aller auprès des ennemis. Merci beaucoup, Patrick Lokala. J'aimerais dire que cette histoire de diaboliser cette dame, Mme Fifi Masuka, est vraiment d'une tristesse incroyable parce que en termes de loyauté et de fidélité, Mme Fifi Masuka n'a rien à prouver au président de la République. Et c'est là où je dois quand même attirer l'attention du secrétaire général de l'UDPS et toutes les autres autorités ou tous les autres responsables de l'UDPS. Monsieur Augustin Kabouya, est-ce que vous trouvez normal qu'au sein de votre parti politique, l'UDPS, qu'il y ait des gens, des communicateurs qui se présentent comme tels, puissent s'attaquer systématiquement à vos alliés même les plus fidèles, les plus loyaux? Pourquoi ne pas convoquer les communicateurs de ces grands partis politiques pour ne fût-ce qu'échanger sur les éléments de langage en ces temps ici? C'est important d'avoir des séances d'échange avec tous ceux-là qui se présentent comme communicateurs de l'UDPS, de sorte qu'il n'y ait pas de cacophonie, ce genre de discours qui déstabilisent, qui desservit votre famille politique, Parce que nous savons que le président Tshisekedi a des alliés, et parmi ces alliés, les plus fidèles, les collaborateurs les plus fidèles, il y a Mme Fifi Masuka. Aujourd'hui, laisser les gens comme ça vouloir salir l'image de cette dame, ce n'est pas une bonne chose, c'est contre-productif contre votre famille politique. On a suivi même des attaques contre Vital Kamerhe, contre Bahati Lukwebo, contre beaucoup d'autres dignitaires de l'Union sacrée. Ça, ce n'est pas le moment de division. Ce n'est pas le moment où il faut laisser les gens, comme ça semer la division au sein de votre propre famille politique. Voilà un peu ce que j'allais demander au CG, à l'honorable Augustin Kabouya, de faire quand même un petit effort, de réunir un peu les communicateurs là,
tous ceux-là qui se présentent, je sais que vous n'avez pas nommé la plupart de ceux-là qui se présentent comme communicateurs, peut-être qu'ils ne vous rencontrent même pas. Ils vous suivent à la télé ou à la radio comme beaucoup d'autres. Mais faites un effort de les réunir afin d'échanger pour qu'il y ait une unité dans la communication en ce temps ici. C'est très important et cela va contribuer aussi à rehausser l'image même de votre parti politique. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision, votre chaîne. Partagez cette émission dans vos groupes, dans les réseaux sociaux, partout où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine Les Débats Congolais. Aimez cette émission. Ne regardez pas seulement, mais il faut aussi liker l'émission, la partager. C'est très important. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater de bonnes choses sur GCR Congo Télévision. Rendez-vous dans un autre numéro de votre magazine Débat Congolais.